sur des notes, je n'arrive pas à me lire. Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour David Lisnard, vous êtes le maire de Cannes, vous êtes aussi le président de l'association des maires de France et on va l'entendre avec vous, il y a un grand découragement des maires qui sont parfois menacés, sont souvent impuissants, démissionnent parfois et disent que l'État les a abandonnés. Mais je voudrais qu'on commence par les questions d'insécurité. Vous en avez fait quasiment votre marque de fabrique. Vous faites partie de ceux qui estiment qu'il ne faut pas de tabou, qu'il faut dire les choses. Bordeaux, on parle de récupération politique, on s'invective entre politiques, mais sauf que pendant ce temps-là, il y a quand même une grand-mère et sa petite fille qui ont été très violemment agressées à Bordeaux par cet homme qui avait été à de multiples reprises condamné. Que faut-il faire ? Évidemment, il faut mener un combat pénal. Il faut retenir de la capacité exécutive. Aujourd'hui, beaucoup de dossiers ne sont pas suivis par des organisations de la justice, malgré la qualité des magistrats, des instructeurs, etc. Mais vous parliez de récupération, moi j'ai entendu ça hier soir. Il ne faut pas banaliser. La banalisation serait pire. Parce que ces faits ne sont pas des faits divers, ce sont des faits qui sont révélateurs d'une impuissance publique, qui est au cœur de la crise de la démocratie. Et qui alimente l'abstention électorale, qui alimente la crise de l'incivisme. Il y a une spirale infernale qui alimente les extrêmes. Donc aujourd'hui, c'est du bon sens. Il ne s'agit pas... bien sûr que ces phénomènes sont compliqués, mais on ne peut pas se contenter de dire cela. Comment un multirécidiviste, multicondamné peut encore être dans les rues ? C'est aussi simple, c'est ce qui crée l'exaspération. 15 fois condamné, hein. Il a été condamné pour conduite sans permis de conduire, recel, stup, vol en réunion, menace de mort, dégradation, port d'armes, violence en réunion, rébellion, et à cela s'ajoutent des troubles psychiatriques graves. Il y a un délitement civique, et puis le garde des Sceaux hier disait que l'on ne peut pas dire que la justice est laxiste parce qu'il y a surpopulation carcérale. Ça, c'est de la récupération, c'est du populisme. Il y a surpopulation carcérale en France, non pas parce qu'il y a surcondamnation, on est en dessous du taux d'incarcération de la moyenne européenne. Il y a surpopulation carcérale parce qu'il y a sous-équipement carcéral. Ça fait combien de temps qu'on en parle ? 20 ans. 20 ans qu'on attend les 15 à 20 000 places de prison nécessaires. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut mettre tout le monde en prison non plus, je suis attaché à l'état de droit, mais il faut qu'une peine elle soit exécutée. On avait travaillé... Y compris dès les petites peines. C'est-à-dire qu'en France, on le sait, désormais, la décision a été que les peines de moins d'1 an de prison, voire même de moins de 2 ans dans certains cas, ça peut être sur le papier écrit prison ferme. Concrètement, ils ne vont pas en prison, il y a un aménagement systématique. Alors, il faut laisser aux magistrats leur libre appréciation, mais ceci étant, il faut que les peines soient appliquées. C'est aussi dès simple 3 que mois, ça. En Hollande, par exemple, c'est l'inverse. Quelques jours de prison, vous les faites. Mais oui, parce qu'il faut que la peine elle soit graduée, proportionnelle. Ça, c'est l'état de droit. Mais nous avions travaillé fait une tribune avec Naïma M. Fadel et Maurice Berger, le pédopsychiatre, sur la violence chez les mineurs, qui s'est développée de façon exponentielle depuis 30 ans en France. Et la sanction fait partie de l'éducation. Mais il faut que cette sanction, elle soit perçue. Il faut qu'elle soit effective. Et regardez ce drame de cette jeune fille qui a été poignardée, brûlée, Chahine, après, qui avait été violée, qui voulait garder son enfant. Le meurtrier avait 17 ans et 3 mois de mémoire. Il a eu la maturité pour la poignarder. Il a eu la maturité pour la brûler, pour vouloir faire disparaître finalement les traces de son crime abominable. Et il a eu la maturité pour la mettre enceinte, accessoirement. Eh bien, la clause de l'excuse de minorité n'a pas été levée. Et donc, la peine maximale encourue a été réduite de moitié. Donc il faut sortira avant l'âge de 30 ans. Il faut donc cette jeune fille a souffert le martyre et a fini par mourir. Et puis avec cette espèce d'accoutumance à l'idée que le corps de la femme est souillé parce qu'elle est enceinte. Il est pour vous très symptomatique, il est très symptomatique. Ce cas, Chahine. Mais tous les cas, regardez l'assassinat d'Ivan Colonna, terroriste corse assassiné par un terroriste islamiste dans les prisons. C'est pas un fait divers. Ça révèle le fait que dans nos prisons, là où qui sont l'expression de l'autorité régalienne, en fait, nous sommes sur un état de droit des mafias. C'est des mafias qui contrôlent beaucoup de prisons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'autorité de l'État est bafouée, pas... Ça veut dire que plus l'État, depuis 40 ans, c'est ce que j'appelle le social-étatisme, a prélevé, on a le record du monde des impôts et des charges, plus il a dépensé, nous avons le record du monde par rapport à la richesse produite de dépenses publiques, moins il a été efficace sur ses missions de base, c'est-à-dire celle de protection des habitants. Et d'ailleurs, tout le monde le ressent, le président de la République l'a analysé, mais
il faut sortir des séquences de communication, parce que vous parlez de récupération. Enfin, quand il y a eu Annecy, cette tragédie de voir des bébés poignardés, le ministre est venu, la première ministre est venue, on n'a pas dit qu'il faisait de la récupération. Le président y est allé, personne n'a dit qu'il faisait de la récupération. Donc il faut arrêter de porter des sentences morales à tous ceux qui ne sont pas dans le pouvoir actuel et qui s'expriment pour comprendre des phénomènes de société et apporter des solutions, ce qui est notre cas. Et puis surtout, que la politique ne soit plus un théâtre d'ombre. David Lisnard. Qu'on bosse sur des solutions et non pas sur des séquences de communication. David Lisnard, si je reviens précisément sur ce que vous venez d'évoquer, est-ce que ça veut dire que, vous êtes favorable à l'application des peines dès les petites peines? Oui. Oui. Qu'il n'y ait plus donc l'idée que moins d'un an on va pas en prison. C'est pas forcément une peine de prison, hein. Ça peut être un mais qu'en travail tout cas les peines général. Si vous sortez d'un tribunal avec une condamnation à 3 jours de prison, vous faites les 3 jours de prison. Si vous êtes condamné à 1 mois de prison, vous faites le mois de prison. Mais oui, et c'est pas du tout extrémiste, c'est très raisonnable. Il faut que la peine soit adaptée en démocratie, en république. Et deuxième chose que vous avez évoquée, la présomption de minorité dans le cas du tueur de Chahine. Vous êtes pour que cette présomption de minorité ne soit pas valable dans des cas pour les aussi cas dramatiques graves, que celui-là. Il faut qu'elle soit abaissée à 13 ans, n'est plus à 16 ans. Bon là, c'était pas le cas, et qu'elle ne soit pas et qu'elle puisse être levée dans les cas les plus graves. Elle aurait dû, pour vous, être levée. Ce meurtrier ne devrait pas sortir avant l'âge de 30 ans. Et que la réduction de peine ne porte pas sur 50%, mais sur 20%. Ce qui permet aussi de ne pas être obstrué par le Conseil constitutionnel sur l'individualité des peines. Vous avez parlé du développement de la violence des plus jeunes. Il faut protéger la société, si vous voulez. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde en prison, mais quelqu'un qui menace les autres, qui est une menace pour la société, doit être isolé de la société. En l'occurrence, d'ailleurs, si on revient sur le cas de Bordeaux, il était une menace parce qu'il a commis des délits plus ou moins graves, mais effectivement des délits, des dégradations, des violences, des ports d'armes. Mais il était une menace aussi parce qu'il souffrait de troubles psychiatriques graves. Il est d'ailleurs, au moment où on se parle, hospitalisé. Beaucoup de ces faits révèlent l'effondrement du système psychiatrique français, notamment hospitalier. Est-ce que ça aussi, ça doit être une des réponses? Au fond, ce que l'on appelait l'asile dans l'ancien temps, c'est-à-dire mettre ceux qui menacent le trouble, ceux qui menacent de troubles à l'ordre public, voire même de violence, notre société, doivent-ils être mis, comme on disait à l'époque, à l'asile? Je ne sais pas si je vais faciliter la transition par rapport au thème que vous annonciez, mais beaucoup de maires qui ont des hôpitaux, malheureusement, nous ne présidons plus les conseils d'administration, puisqu'on a enlevé de la démocratie locale dans les hôpitaux depuis 20 ans, mais constatent que les services de psychiatrie, encore plus peut-être que les urgences, sont très souvent en délitement, avec un manque de moyens évident, et que, comme pour la justice tout à l'heure, comme pour le Covid à l'époque, sur la réanimation ou les masques, on adapte la doctrine à la pénurie. La doctrine d'État s'adapte à la pénurie de ses moyens réels. Pourquoi? Alors comment on arrive à dépenser? C'est-à-dire en fait, on manque de tout, et donc on justifie, comme pour les prisons, quand vous disiez, les gens vont en prison puisque regardez, les prisons sont pleines. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Comment se fait-il qu'on dépense plus qu'ailleurs d'argent public, qu'on ait des fonctionnaires moins bien payés qu'ailleurs, et des fonctionnaires très bien formés, et qu'on paye plus d'impôts qu'ailleurs? Quand on vous écoute, il n'y a rien qui fonctionne. Hein. Si, non, il y a plein de choses qui fonctionnent dans un très beau pays, on va rebondir. Mais enfin, il y a un déclassement éducatif, il y a un déclassement sécuritaire, tout ça on peut le sourcer. Depuis 6 ans, 51% des augmentations des violences volontaires sur la voie publique, plus 15% des homicides. Ça, il ne peut pas y avoir de biais cognitif là-dessus. Mais quand vous dites, David Lisnard... Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on est bouffé par la bureaucratie. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système hyper conformiste qui produit de la norme, avec des élites qui sont toutes les mêmes, qui ne savent produire que des textes d'encadrement, qui, dès qu'il y a un fait divers, on fait une loi, on fait de la surréglementation, et on a l'impression d'avoir réglé le problème. Alors que c'est pas ça la vie. La vie, c'est de trouver des solutions, de réunir des personnes qui bossent. C'est ce que dit Jean-Louis Borloo, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on est un certain nombre à dire. Et alors, c'est difficile de le traduire en langage politique. Et pourtant, il le faut, parce qu'il faut apporter une alternative et en finir avec 40 ans de... Il faut en finir avec le régime des technocrates, comme il fallait en 58, on aurait fini avec le régime des partis. Et c'est aussi une des raisons qui décourage de nombreux maires de France, on va y venir, mais encore un mot, vous avez dit que vous aviez écrit cette tribune avec un pédopsychiatre qui constatait l'augmentation considérable de la violence chez les mineurs. Vous l'attribuez à quoi? Vous vous rendez compte que la question, comme elle est ouverte? Oui, mais il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que pour savoir comment solutionner le problème, il faut peut-être savoir d'où ça vient. Il y a un problème judiciaire, pénal, et il y a un problème culturel.
très complexe qui fait que depuis la crise de l'Occident, la crise de la culture, enfin ça a été, Hannah Arendt le disait merveilleusement bien, mais et toute la déconstruction qui fait que parfois nos enfants manquent de repères. Le premier livre que j'avais coécrit avec Jean-Michel Arnaud était sur refaire communauté pour en finir avec l'incivisme. Et on montrait ces délitements civiques. Vous savez, la théorie du carreau cassé, elle est formidable. C'est-à-dire qu'à chaque dégradation de l'espace public, que ce soit une rue sale, des carreaux cassés dans un immeuble, ou l'espace public du débat, c'est-à-dire qu'on dénigre quelqu'un, non pas pour enfin, on n'attaque pas ses arguments, on attaque sa personne. C'est le début pour vous. On assimile l'État aujourd'hui. Hier, vous avez vu le tweet d'une célèbre députée, trop célèbre, écologiste, Sandrine Rousseau. Voilà, et qui faisait une sorte de sophisme en disant que De Gaulle avait été déclaré terroriste en 40 et donc que déclarer terroriste aujourd'hui, le soulèvement de la terre, je ne sais quoi, c'est-à-dire qu'on assimile le gouvernement actuel à des nazis, c'est honteux. Ça crée de l'incivisme. Donc tout ce délitement, pour vous, tout ça se tient. Bien sûr, il y a un délitement civique culturel, global. C'est aussi la chute de l'instruction publique. C'est la chute de la raison critique. C'est pour ça qu'il faut regarder, le bac philo ne compte plus. Mais David Lisnard, j'ai un peu l'impression depuis que vous êtes à ce micro, certes vous avez plein de points qui sont précis, mais c'est un peu quand même le grand fourre-tout de tout ce qui ne va pas, quoi. Non, c'est tout simplement de dire qu'on est à la fin d'un cycle et qu'aujourd'hui il faut recréer une espérance et que c'est parce qu'on est un grand pays, que dans le 21e siècle, de l'intelligence artificielle et du numérique, on a besoin de créativité, que la France est le pays de la créativité. Mais on doit retrouver de l'ordre. Il n'y a pas de liberté sans ordre. Un ordre juste, disait une ancienne candidate à la présidence de la République, c'est une très belle expression. Il y a un point sur lequel vous vous êtes également exprimé, ça se passe à Nice, mais c'est pas bien loin de chez vous. Christian Estrosi qui a déploré en fin de semaine dernière des prières musulmanes dans des cours d'école organisées par des élèves de CM1 ou de CM2, ainsi que des minutes de silence pour Mahomet. L'inspecteur de l'académie a été saisi. Visiblement, il y a des personnalités qui sont venues parler aux élèves de la question de la laïcité. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit régler ce problème-là ? J'en parlais il y a 2 jours dans mon bureau avec Florence Bergeau-Blacker. Je disais hier une interview cette chercheuse, de Karine Azo-Pardi, qui sont pas des gens encartés. Cette chercheuse qui a travaillé sur l'entrisme des frères musulmans. Et depuis plusieurs années, on a un certain nombre à essayer de produire là-dessus. Il faut s'attaquer à cette radicalisation à bas bruit qui crée une pression immense sur d'abord les musulmans qui ne sont pas radicalisés, qui sont l'immense majorité heureusement, et sur toute la société, et qui à chaque fois inverse nos argumentaires démocratiques en disant vous êtes pour la liberté de nous habiller, ben laissez-nous nous habiller en tenue intégrale pour aller au collège, etc. Non, une société, elle a besoin aussi d'interdits et elle a besoin de... Vous parlez d'interdits, vous évoquez les tenues. Est-ce que l'abaya doit être clairement 100% interdite? Évidemment. En tout cas, interdite dans les établissements scolaires. Oui, bien sûr. On parle évidemment des établissements scolaires. Et regardez toute l'ambiguïté quand l'imam de Bordeaux, qui de façon assez sournoise dit ça ne répond pas à une injonction religieuse, il se moque de nous. Est-ce que vous connaissez des hommes qui portent ce costume? Non. Est-ce que vous connaissez des non-musulmans qui portent ce costume? Non. C'est comme le burkini à l'époque. Alors ensuite, qui a été condamné par les islamistes les plus radicaux parce qu'on voyait trop les formes. Le burkini, vous faisiez partie de ceux qui avaient condamné, qui avaient même pris des arrêtés. Vous étiez le premier. Et ça marchait. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça a été... Bien sûr, parce qu'une société, c'est aussi... moi, je suis profondément républicain pour l'universalisme. Et qu'importe la religion, l'origine, la condition sociale, on doit être porteur de la même... la France est multiethnique, mais elle n'est pas multiculturelle. Et donc, à un moment donné, il y a des règles de mode de vie en commun qui doivent être respectées et qui doivent résulter de la démocratie. Et on estime, bien sûr que ça paraît absurde peut-être de réglementer des habits, mais quand il y a une dynamique sociale, politique très forte... Parce que c'est un message politique pour vous, de porter le burkini hier ou l'abaya aujourd'hui. C'est avéré. Et comment les féministes ne sont pas plus toniques là-dessus? En tout cas, les néo-féministes, parce que les vraies féministes, comme Elisabeth Badinter, elle porte, ou celle que j'ai citée tout à l'heure, elle porte un message fort. Comment on peut accepter ces signes de soumission, qui est souvent volontaire, la soumission? Ça, non, pas parce que c'est volontaire, c'est pas une soumission de dénigrement du corps de la femme, de vouloir de faire du corps de la femme une chose de sale, à masquer. Enfin, c'est délirant, c'est une régression civilisationnelle intense. Et donc, il faut bien sûr mener un combat culturel, expliquer, être à l'écoute, mais il faut
interdire, notamment dans les établissements scolaires. David Lisnard, vous êtes, quelle que soit la religion. Vous êtes non seulement le maire de Cannes, mais vous êtes aussi le président de l'association des maires de France. Il y a eu bien sûr le cas de Saint-Brévin, les Pins. Il y a eu le cas plus récemment d'un conseil municipal entier qui a démissionné. C'est le grand découragement des maires de France. On va dire ça parce que ça reste le plus beau des mandats, mais en tout cas, il y a une vérité statistique déjà. C'est que sur la dernière décennie, 2013-2023, il y a 2 fois plus de démissions d'élus municipaux, adjoints, maires, conseillers municipaux que sur la décennie précédente. Depuis 2020, on a passé la barre des 1400 maires démissionnaires. Et avec l'AMF, qui avait été la première à alerter sur ce phénomène, l'Association des maires de France, on réalise chaque année une étude avec le CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, et dans les motivations des démissions, on voit monter les violences. Les violences physiques, mais aussi les violences réputationnelles. C'est-à-dire, vous voyez dénigrer sur les réseaux sociaux, vous voyez vos enfants jetés en pâture, etc. Mais la première cause de découragement, c'est la surcharge bureaucratique. Ce sont les injonctions contradictoires qui font que dans la même journée, on va vous dire il faut réindustrialiser dans votre canton. Enfin, comme on disait avant, il faut créer des logements sociaux, mais attendez, vous ne pouvez pas utiliser 1 mètre carré parce qu'on va anticiper le zéro artificialisation nette. Toutes ces injonctions contradictoires. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils se sentent complètement tiraillés, qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions concrètes. C'est-à-dire qu'on perd en pouvoir d'agir. Vous disiez tout à l'heure que les maires avaient été sortis des conseils d'administration des hôpitaux, par exemple. Maintenant, on a un conseil de surveillance. Et ça fonctionnait mieux quand nous présidions les conseils d'administration. Mais il y a une espèce de doxa au sommet de l'État, qui est complètement archaïque, qui croit que plus l'ensemble est grand, plus il est performant, plus l'État s'occupe des choses, plus c'est juste. Or, ça peut être juste, mais c'est souvent faux. Moi, je suis pour un État fort qui sanctionne a posteriori vite tous ceux qui sortent des clous. Et de façon juste. Mais qu'en revanche, on cesse d'entraver a priori la créativité, l'action. Or, je l'ai vécu en entreprise, je le vis dans une mairie de façon exponentielle. Vous avez une inflation, non seulement des coûts, mais des textes. Le code de l'environnement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le règne des technocrates. Bien sûr. Et des bureaucrates. Le code de l'environnement faisait 100 000 mots en 2012. Il fait 1 million de mots multiplié par 10 en 2022. Quel maire a le temps de lire ce code ? mais quel citoyen français, nul n'est censé ignorer la loi, a le temps de lire tous les codes. Donc quand le droit devient abscon, c'est une régression démocratique. On perd en capacité d'action. Et malheureusement, la crise de la démocratie dans laquelle on est, c'est une crise du civisme que nous évoquions tout à l'heure, mais c'est une crise de la pratique politique. C'est une crise Est-ce que vous aurez des maires qui seront à nouveau candidats à leur propre succession ? Mais il y a de moins en moins de vocations. Donc c'est au détriment des populations. Un maire, c'est un habitant mandaté par les habitants, qui rend des comptes aux habitants. On nous a supprimé 3 fiscalités locales en 15 ans. On n'a jamais autant payé d'impôts. Vous avez refusé, vous avez même boycotté une réunion avec le gouvernement et avec Bercy sur le financement, sur les finances publiques. Pourquoi ? Alors pas simplement les maires, mais aussi Région de France et aussi Département de France. C'est-à-dire que les 3 C'était l'opération chaise vide. Vous avez dit on refuse c'était une mascarade. Et ce sont des associations transpartisanes qui, avec beaucoup de membres. D'ailleurs, il y avait de la gauche, de la droite, et des proches du gouvernement qui sont. Moi, toutes mes décisions sont prises. Et je précise d'ailleurs que vous représentez tous les maires de France, quel que soit leur bord politique. Exactement, y compris ceux qui sont très proches de l'exécutif, et toutes nos positions sont prises à l'unanimité. Il faut quand même en avoir conscience. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut plus... Le en même tentisme est un échec dans la décision. Le en même tentisme qui permet de comprendre la complexité du monde, c'est très bien, mais les décisions, elles doivent être simples. On ne peut pas vous dire en même temps que vous devez multiplier par 2 vos investissements verts, que vous devez décarboner, comme on dit, votre activité dans les communes, etc. Et en même temps vous dire de réduire les dépenses. L'exploitation des sols. On sait que dans la crise du logement, il vous est reproché finalement aussi à vous les maires de ne pas donner plus de permis de construire. Non, mais juste pour revenir, rendez-vous compte qu'au moment où on nous invite à cette séquence de com sur le Haut Conseil des finances publiques, on apprend le jour même que l'État nous impose d'augmenter notre dépense de masse salariale alors qu'on essaie de les réduire de 2 milliards d'euros. Le point d'indice de 1,5. Mais c'est totalement contradictoire. Ben voilà. Donc ces injonctions contradictoires font que ces politiques erratiques, tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Vous n'étiez pas là et ils ont dit quoi ? Le plan contre la précarité menstruelle des femmes, le plan handicap, le plan tout ça c'est formidable dans les objectifs, mais c'est des plans qui sont annoncés par l'exécutif et que vous, les maires, vous devez et qui sont. Je vous donne un chiffre. La nouvelle réglementation thermique des écoles. Nous avons la responsabilité des écoles communales. Bon. La nouvelle réglementation thermique qui nous tombe dessus, elle fait 1800 pages.
Voilà. Donc, et c'est pas une fatalité. Moi, je veux dire, il faut pas renoncer. David Lisnard, il y a 2 points sur lesquels vous êtes en première ligne. C'est la question des déserts médicaux et la question du logement. Le logement, j'en parlais à l'instant. Il y a cette question d'accorder oui ou non des permis de conduire, de construire. Pardon. Est-ce que oui ou non, vous avez une responsabilité là-dessus? Est-ce que vous n'estimez pas que les maires octroient trop peu de permis de construire? C'est la faute de qui? C'est la faute des maires ou c'est la faute de la loi? Dans votre mairie, un maire, c'est un habitant parmi les habitants, je le disais tout à l'heure. En zone urbaine, on vous dit, quand vous accordez des permis de construire, on vous dit que vous êtes un bétonneur. Et c'est pas bien de bétonner. Et d'ailleurs, à un tel point, c'est que le zéro artificialisation net interdit l'artificialisation des sols. En tout cas, va la réduire de 50%, puis l'interdire. Et puis, dans la même journée, on vous dit il faut construire 400 logements sociaux pour répondre à la loi SRU, etc. Donc, injonction contradictoire. 2, le droit de l'urbanisme est devenu un droit incompréhensible, contradictoire, qui se fait au détriment de ceux qui respectent les règles. J'ai eu des commerces, pour changer une taille d'enseigne, ou une taille de vitrine, vous avez les commissions de sécurité, les commissions d'accessibilité, l'ABF, les services d'urbanisme, etc. Une multitude d'avis conformes. Vous portez un projet d'industrialisation au-delà de ce qu'on nous agite avec les grandes gigafactories. En fait, quand je vous écoute, je me dis que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais on fait de moins en moins. Or, on compte de plus en plus sur nous. La commune, c'est moderne, la commune, parce que c'est une unité historique, humaine, d'innovation, et c'est là qu'on recoule le tissu social. C'est une petite république dans la République, la commune. C'est en ça que c'est beau, là, que c'est Tocqueville qui disait que la commune met la liberté à portée du peuple. Et donc, ce que l'on veut, c'est retrouver de la responsabilité, de la confiance, que l'État nous sanctionne a posteriori si on ne respecte pas des textes plus simples. Mais que l'on vous laisse, vous l'en laisse au départ, plus de manettes. Qu'on arrête la tutélisation des communes de France, comme on arrête de surbureaucratiser nos entreprises. David Lisnard, maire de Cannes, maire LR de Cannes et président de l'Association des maires de France. Merci d'être venu à ce micro. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.